Bonjour à tous. Bienvenue dans la session DevOps pour les développeurs osez expérimenter. Alors, je me présente, je suis Mathieu Gendron, je suis Solution Architect Lead pour le secteur public chez Amazon Web Services et je te laisse te présenter. Bonjour, je suis François-Emmanuel Piacentini, CTO de Carbot Media. Voilà. Donc on va vous présenter cette présentation, elle est autour d'un agenda qui est relativement simple. D'abord, on va se préoccuper de pourquoi DevOps, pourquoi les entreprises, pourquoi les grandes organisations, les startups, etc. font du DevOps, quels sont les avantages qu'elles attendent de DevOps. Et ensuite, on va partager le temps en deux moments. D'abord, augmenter sa vitesse de livraison. Comment on peut faire? Quelles sont les pistes à suivre pour augmenter la vitesse de livraison, mettre en place DevOps au sein de sa structure, et puis comment concrètement, avec un témoignage de Carbot Media, pour voir comment concrètement un exemple a pu être mis en œuvre. Et puis on aura éventuellement quelques instants pour les questions. Alors, pourquoi DevOps? On peut se poser la question de se dire finalement, une équipe informatique, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Et quand elle se projette dans l'avenir, se dit, oulala, il y a beaucoup de changements technologiques, il y a beaucoup de choses nouvelles, mon business va évoluer, à quelle sauce je vais être mangé dans quelques années? Et en fait, plutôt que de se poser les questions de qu'est-ce qui change, eh bien, qu'est-ce qui va changer dans les 3 prochains mois, dans les 3 prochaines années, c'est peut-être de se poser la question de qu'est-ce qui ne change pas, qui est intéressant. Il y a une interview de Jeff Bezos il y a quelques années, à qui on demandait comment vous voyez Amazon.com dans quelques années, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années. Et il a répondu en disant, finalement, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui ne va pas changer. Et qu'est-ce qui ne va pas changer pour Amazon.com? C'était de dire, les gens sont intéressés pour avoir le maximum de choix sur Amazon.com. Effectivement, 10 ans après ou 20 ans après, personne ne va dire « Ah non, j'aurais préféré ne pas le trouver sur Amazon.com ». Évidemment, tout le monde a envie de trouver tout ce qu'il a envie sur Amazon.com. Deuxième chose, c'est le prix. Tout le monde est intéressé pour avoir le prix le moins cher. C'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne va pas changer. Donc du coup, le prix aussi, personne ne va dire « j'aurais aimé trouver plus cher cet objet ». C'est évident que ça n'a pas de sens. Troisième chose, c'était le côté pratique. Le côté pratique des choses, effectivement, on a plutôt envie que ça soit toujours aussi pratique d'être livré à l'heure avec la qualité de service qu'on attend. Et personne ne viendra dans 10 ans, dans 20 ans, dire « j'aurais aimé être livré en retard, j'aurais aimé que le colis soit cassé ». Et bien pour l'informatique, c'est un petit peu pareil. DevOps, c'est l'idée de se dire, voilà, quels sont les éléments qui sont impondérables pour mon informatique? Et les impondérables, c'est quoi? C'est de se dire, finalement, entre le moment où j'ai l'idée d'un objet, d'un sujet, et le moment où c'est en prod et ça marche, il faudrait que ce soit le plus court possible. Dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y a personne qui viendra vous dire « Oh, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus long pour livrer en production ». Pareil sur le coût. J'aurais aimé que ça me coûte beaucoup plus cher, cette modification. Pareil sur la question de la qualité. Oh, j'aurais aimé que ça corresponde beaucoup moins à ce que mes clients veulent. Ou sur le fait que ça ne va pas casser la qualité du fonctionnement et du run. Et j'aurais aimé finalement que à chaque fois qu'on modifie, ça mette en panne les serveurs et qu'il y ait des bugs. Tout ça, on a la certitude que ce sont des éléments qui sont stables dans le temps. Et cette stabilité dans le temps, c'est autour de ça qu'on va construire l'idée finalement d'une amélioration du système. Alors, fondamentalement, DevOps, je vous laisse lire la citation d'un de mes collègues, qui dit fondamentalement que DevOps, au début, l'idée va peut-être émerger effectivement autour des équipes informatiques, des équipes de développement.
vont avoir envie finalement de mettre en œuvre beaucoup plus rapidement les modifications et transformations. Mais fondamentalement, ce n'est pas qu'une question technique, ce n'est pas qu'une question de la DSI, ce n'est pas qu'une question des équipes informatiques. C'est une culture d'entreprise sur laquelle il va falloir travailler. Si on reprend le célèbre cycle en V que le DevOps essaye de modifier et de transformer, vous connaissez le cycle en V, voilà, il y a un métier qui a une idée de nouveaux services, on va passer un moment à faire des spécifications, on va faire un grand dossier d'architecture, ensuite on va faire des spécifications détaillées du développement, on va faire de l'intégration, etc., jusqu'à la mise en production. J'ai travaillé dans des structures où, entre le moment où on a l'idée, etc., ça va mettre des années. Bon. Finalement, DevOps, au départ, ça va peut-être démarrer sur la pointe, la partie développement. Comment on va faire pour rendre agile le développement? Mais en fait, si on pense aux objectifs initiaux qui sont entre l'idée et le moment de la mise en production chez l'utilisateur, c'est ça qu'il faut raccourcir. Et donc, il va falloir aller chercher du côté du client de l'expression de besoin, du business, pour dire non, mais il faut changer aussi les processus en amont. Et puis aussi, tout ce qui va être en aval, oulala, l'intégration, la mise en production, tout ça, il faut que ce soit le plus en plus fluide. C'est toute une culture d'entreprise et toute une façon différente de faire qu'il va falloir faire. Au-delà du fait que c'est de l'amélioration continue, c'est le changement d'entreprise, un point qui est très important, c'est que c'est aussi une transformation qui est massive. C'est une transformation qui est vraiment radicale, qui amène à des résultats. Ces résultats-là sont des résultats qui sont publics, qui ont été publiés par Puppet, un outil open source d'automatisation. Là, c'est 2017. Et c'est pour se rendre compte de la force qu'il y a derrière cette idée. L'idée, c'est on va aller jusqu'à 5 fois moins important, un taux d'échec du changement plus faible, 5 fois moins important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez en production et que ça ne marche pas, que vous êtes obligé de faire un rollback, vous allez le faire 5 fois moins souvent, ça. 440 fois plus rapide du commit au déploiement. Bon, 440 fois, c'est beaucoup plus rapide, mais par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, entre, voilà, on va faire tout le cycle en V, j'ai un besoin jusqu'au moment où on a la prod et où ça va prendre des mois, voire des années dans certaines structures, 440 fois plus rapide, ça veut juste dire on passe de quelques années à une semaine ou à 2 semaines. Bon, voilà. Après, il y en a qui vont beaucoup plus rapidement. Ensuite, si on regarde chez Amazon.com, on fait aujourd'hui, nos collègues d'Amazon.com font aujourd'hui plus de 50 millions de mises en production par an. Donc, effectivement, il faut que ça aille rapidement, sinon ça va être un petit peu compliqué. Justement, des déploiements plus fréquents. On va déployer en production de façon beaucoup plus fréquente. Ça a beaucoup d'avantages, on y reviendra. Et du coup, surtout, ça libère beaucoup de temps pour faire autre chose que du build, de l'intégration, etc., parce qu'on va avoir automatisé. Alors, si on regarde, on rassemble l'ensemble des bénéfices attendus. Voilà. Côté technique, on va se dire, OK, on va faire de la livraison en continu, on va pouvoir livrer beaucoup plus vite, et puis tout au fil de l'eau, on n'a pas besoin d'attendre le prochain train de modification pour livrer. Moins de complexité à gérer, on y reviendra, parce que dans le DevOps, il y a une idée d'aller redécouper les applications, d'aller repartager les éléments, et chaque morceau ou chaque changement va être beaucoup plus petit. On ne va pas faire à chaque fois des grosses versions. Il y a des banques, il y a des ministères, j'ai travaillé dans certains ministères, etc., qui, à un moment, font finalement, se disent on va faire une version tous les 6 mois, une version tous les 3 mois. Évidemment, la version, elle a plein de changements, donc il y a des risques importants à chaque fois qu'il y a une mise en production, parce qu'il y a beaucoup de complexité à gérer. Résolution beaucoup plus rapide des problèmes, oui, à partir du moment où on a un truc qui est très efficace, le jour où il y a un dysfonctionnement, quelque chose qu'on n'a pas prévu, une petite modif, une modification réglementaire, c'est très facile à mettre en place parce que du coup, on va se concentrer juste là-dessus, on va le faire très vite. Et du coup, on a une meilleure qualité. Et du coup, du côté business, voilà, vos clients internes seront beaucoup plus contents. Parce qu'ils auront des livraisons plus rapides, ils ont une idée, hop, la livraison elle va pouvoir être beaucoup plus rapide, on va pouvoir avoir des environnements plus stables, moins de bugs, parce qu'on aura testé de façon beaucoup plus précise.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on améliore la communication et la collaboration. La DSI ou la structure informatique n'est pas en train d'attendre l'expression de besoin, ils sont en collaboration permanente. Et du coup, il reste beaucoup plus de temps pour innover, plutôt que de passer du temps à réparer, maintenir, mettre en production, débugger, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on attend. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Comment on fait? Alors, pour augmenter la vitesse de livraison, si on part vraiment des équipes de base, bah, les choses sont pas, finalement, vont être assez... quand on le dit, ça va être relativement simple. Partager les bonnes pratiques. Oh, bah oui, partager les bonnes pratiques. Partager les bonnes pratiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une collaboration qui se met en place entre toutes les équipes. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place tous des outils de communication, d'intercommunication entre les personnes. Ça veut dire aussi qu'il faut tester. Ça veut dire aussi que vous allez avoir des équipes, certaines équipes qui vont avancer plus vite que d'autres. Donc vous allez créer des champions, d'autres qui seront plus suiveurs en fonction de la taille de vos équipes. Mais du coup, être en capacité, pour partager une bonne pratique, de commencer peut-être avec une première équipe qui va être l'équipe championne. La responsabilité de la qualité opérationnelle, ça veut dire partager la responsabilité du run. L'idée fondamentale aussi, c'est « you build it, you run it ». C'est un petit peu le slogan qu'on a dans nos propres équipes. L'idée, c'est fondamental, c'est que s'il y a des gens qui sont chargés de la fabrication, puis à un moment, ils donnent le bébé à des gens qui sont chargés de faire fonctionner au quotidien, ben, ça peut poser problème parce que ceux qui sont finalement côté développement ne se préoccupent pas forcément de façon personnelle de la qualité du fonctionnement si ce n'est pas eux qu'on va réveiller la nuit quand il y a un bug. Donc du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que les équipes, ceux qui fabriquent et ceux qui monitorent et qui gèrent le quotidien du fonctionnement, ça soit la même équipe. Source contrôle, ça c'est assez aussi, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez connu. L'idée, c'est qu'effectivement, vous allez mettre dans un seul outil, finalement, le code source, ses modifications, mais aussi la documentation, mais aussi finalement l'ensemble des documentations qui sont autour du projet, l'ensemble des décisions. Et puis, comme on est dans le cloud, vous allez aussi y mettre la description de l'infrastructure, la description non pas juste une description littéraire avec des jolis dessins, mais les scripts qui permettent de fabriquer l'architecture, l'ensemble des scripts qui vont être en capacité de pousser dans les environnements de développement, de qualification, de test et de prod, puisque l'ensemble de l'infrastructure va pouvoir être décrite as code. Et du coup, vous allez pouvoir gérer votre infrastructure comme vous gérez votre code applicatif à l'intérieur de votre source control, qui va être l'outil autour duquel tout le monde va pouvoir collaborer. Tester, ça paraît évident, on y reviendra. Tester, c'est quelque chose qui va être important. Vous allez mettre en place des outils d'automatisation qui vont vous permettre de tester massivement et de tester systématiquement parce que finalement, c'est simple, c'est automatique, il n'y a pas de travail humain derrière. Donc, vous allez rentrer des choses dans la chaîne, etc. Il y aura aussi du test humain, mais vous allez vous supprimer l'essentiel des tests au moment des tests d'intégration et de tout ce qui va pouvoir être reproductible et automatisable. Puis en fait, vous allez mettre en place tout un tas d'automatismes autour d'un pipeline CI/CD, donc d'intégration continue et de déploiement continu. On va y revenir. Alors, pour vous donner une petite idée, je vais vous parler finalement des origines d'AWS et de la façon dont on a transformé le développement chez nous pour voir comment c'est passé. Amazon.com, ça a été fondé en 1995 et en fait, notre informatique ressemblait à ça. Un gros monolithe. On avait très bons informaticiens qui avaient bien conçu une super application qui était capable de gérer en entrée des commandes, qui était capable de gérer plein de choses, mais elle était extrêmement intriquée avec derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière un monolithe? En fait, il y a une base de données unique qui est partagée entre toutes les fonctions, on a des librairies qu'on met dedans, puis personne n'est jamais synchronisé pour mettre à jour les librairies. Bref, on était dans cette
cette situation-là, avec quel inconvénient? C'est que les gens dans les fulfillment centers, dans nos entrepôts, les gens qui développaient le site web, n'arrivaient plus à faire évoluer assez vite. L'informatique ne répondait pas assez vite parce que dès qu'on modifiait le truc, il fallait tout reconstruire, tout retester, tout, etc. Donc du coup, on a décidé, au sein d'Amazon.com, le groupe a décidé de dire on va changer deux choses. On va changer l'organisation et on va changer l'architecture. Alors, l'architecture, on est passé à une architecture microservice, je vais y revenir, et l'organisation en double pizza team. Alors, double pizza team, ça veut dire quoi? Dans le langage d'Amazon, ça veut dire l'idée que les structures qui portent des projets ne doivent pas avoir une taille supérieure à la taille nécessaire pour se retrouver autour de 2 pizzas et de manger à sa faim avec 2 pizzas. C'est des pizzas américaines quand même, ça veut dire c'est 12, 15 personnes selon l'appétit des gens, et voilà. Mais c'est l'idée qu'au-delà, en fait, jusqu'à 12, 15 personnes, la communication interpersonnelle n'a pas forcément besoin d'être hyper formalisée pour que les gens se synchronisent sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça fondamentalement qu'il faut retenir. Et en fonction des cultures, en fonction des personnes, la bonne taille va être un petit peu différente là-dessus. Ça ne dépend pas vraiment de la taille de la pizza. L'idée qui est sous-jacente, c'est que comment on fait, c'est l'architecture aussi qu'on a transformée, pour passer d'un monolithe, où tout était en un, j'en ai parlé, base de données partagée entre tous. Finalement, chacun des différents modules dépend à tout un tas de dépendances avec plein de layers, plein de librairies, etc. Donc, dès qu'on bouge un truc, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a un travail de coordination entre les équipes qui est énorme là-dessus. À se dire, on va passer à des microservices. Microservices, ça veut dire quoi? Finalement, on a découpé le système en petits morceaux qui sont gérables par des double pizza teams. Et finalement, on va prendre beaucoup de temps à définir les interfaces. Par contre, à l'intérieur, les équipes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Alors évidemment, il y a des cahiers des charges par rapport aux exigences externes, mais finalement, ce qui se passe à l'intérieur, ça a beaucoup moins d'importance. Et avec aussi l'idée de dire comment on fait pour découper. Découper, ce qui est intéressant, c'est de découper selon des frontières qui sont proches du métier. C'est-à-dire qu'il faut que le microservice il ait un sens fonctionnel. On va faire du découpage qui va être proche d'un découpage fonctionnel là-dessus. Autre chose, on va essayer de ne pas trop coupler et d'utiliser finalement des technologies qui ne vont pas trop coupler les microservices. Plutôt que de faire des appels synchrones, on va essayer de faire des appels asynchrones, on va essayer de faire du message, on va faire des appels d'API non synchrones, on va faire des services de queue et ce genre de choses comme ça pour éviter qu'il y ait une intrication qui soit trop forte entre les différentes API. Et surtout, elles ne partagent rien dans les couches basses, pas de données, il n'y a pas de données partagées, il n'y a pas de base de données qui va être en dessous, qui va être appelée par tout le monde et dans lequel on ne peut pas changer un seul schéma, etc. Il faut que chacun soit vraiment autonome en dessous. Alors du coup, comment on fait pour passer? Alors du coup, on avait, voilà, 2001. On a toute une série de développeurs qui travaillent tous ensemble, qui sont difficiles à coordonner. On a un gros monolithe au milieu. Et puis, on a, du coup, un seul pipeline de livraison. Alors, à chaque fois qu'on a une modification dans un coin, de toute façon, il faut tout reconstruire, tester, déployer. Donc, première chose, on découpe en double pizza team. Et puis, voilà, du coup, on découpe en service, en microservices, et donc chaque pizza a un petit bout de service. Alors du coup, comment on fait pour livrer? Ça, c'était un petit enjeu là-dessus. Ça marche, voilà, on ne va pas fonctionner avec un seul pipeline, avec un seul truc. C'est ça qui va derrière accélérer fondamentalement tous les délais de livraison et va faire de l'automatisation là-dessus. Alors du coup, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre en place des outils pour que chacune des équipes ait la possibilité d'aller
faire son build, son test, son déploiement et le monitorer pour qu'elle soit finalement autonome. Alors, est-ce que pour autant c'est tout et n'importe quoi et est-ce qu'elles vont finalement chacune livrer ça dans tous les sens? Non, pas tout à fait. Il va falloir travailler sur cette histoire de livraison logicielle. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut tout automatiser. Que ce soit le plus simple pour passer du code, pour passer du commit. Voilà, ça y est, j'ai fait mon bout de code, je suis content de mon bout de code, je veux l'envoyer en prod. Passer à ça, pour tout ça, il va falloir automatiser. Il faut qu'il n'y ait personne derrière. Il faut surtout que l'équipe qui a développé ça, elle ait ça en self-service. Il ne faut pas qu'elle ait à appeler des gens parce que sinon ça va créer des goulots d'étranglement. L'idée, c'est de supprimer tous les goulots d'étranglement. Pas de goulots d'étranglement. Donc le mieux, c'est de faire en sorte, c'est un peu du lean, hein, et supprimer les goulots d'étranglement, c'est tout automatiser. Standardiser les outils. Éviter que chacune des équipes se refasse les mêmes outils. Donc on va proposer des outils, le même outil pour tout le monde, avec les mêmes automatismes. Alors, ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles, ça veut dire quoi? L'idée fondamentale, ou la crainte qu'on peut avoir quand une grande structure passe en DevOps, c'est qu'elle a du legacy, elle a un existant, et la façon dont elle fabrique son existant, elle a fait fonctionner son existant, elle a le sentiment que ça la rassure, qu'elle a le contrôle, que ça la garantit. Et quand elle voit ça, quand elle dit finalement chacune des équipes va pouvoir mettre en prod, etc., va être autonome, elle va perdre du contrôle. À un moment, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne veut pas perdre. Il y a peut-être des enjeux de sécurité, il y a peut-être des enjeux de conformité, il y a peut-être, voilà, sur la qualité, il y a des choses comme ça. On va vraiment vouloir que les tests soient faits. Et donc, du coup, on va mettre en place ceinture et bretelles. En amont, les pipelines, on va faire en sorte, on va donner des templates, on va donner des exemples, on va former les gens, on va faire en sorte que les templates soient corrects. Et les bretelles, c'est-à-dire que derrière, avant la mise en prod, de façon automatique, il y a des tests qui vont vérifier qu'on a suivi les bonnes pratiques. Le cas échéant, au démarrage, vous pouvez très bien avoir un workflow manuel à un moment, en tout cas une validation manuelle avant de mettre en production. C'est une bonne pratique au démarrage quand on commence, avant de faire tout direct. Et puis évidemment, beaucoup d'infrastructures as code, ce que le cloud permet. Ce qui est intéressant dans l'infrastructure as code au niveau du cloud aussi, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin que simplement décrire l'infrastructure avec les machines dont on a besoin, etc. Mais on va aller jusqu'au réseau, jusqu'aux permissions, jusqu'au CDN, si on veut. Enfin bref, on va avoir une capacité à aller très très loin dans la description des infrastructures, y compris les sujets de sécurité, etc. Et vous allez pouvoir, par exemple, vous changer une règle de sécurité, vous pouvez la gérer comme sur un pare-feu, vous pouvez la gérer comme une évolution applicative. C'est la même chose. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. Alors, l'automatisation. L'idée de l'automatisation, c'est finalement d'automatiser cette chaîne-là. C'est de mettre en place un pipeline, hein, vraiment un dispositif qui va vous accompagner, vous automatiser finalement l'intégration depuis les changements dans le code. Donc, premièrement, l'intégration. Ensuite, tout ce qui va être effectivement le déploiement dans les environnements de test et puis les déploiements dans les environnements de production. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs nuances et c'est vrai que le delivery, dans un premier temps, valider avec finalement ici la capacité à mettre un humain pour dire go, on y va, ça peut être une bonne chose. Alors du coup, si vous utilisez les outils d'Amazon Web Services, ça tombe bien, on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, qui sont à disposition justement pour faire ça. Vous pouvez évidemment faire du DevOps sur Amazon Web Services sans utiliser nos outils ou n'en utiliser qu'une partie. On les a mis à disposition parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui nous disent « bah oui, mais non seulement il faut changer les cultures, etc., mais il faut en plus
à acquérir la compétence sur des outils. Bon, si vous avez envie de faire des raccourcis, d'aller plus vite, vous pouvez utiliser nos outils. Si vous avez déjà des outils chez vous, utilisez les vôtres, ça ne pose pas de difficulté. Ou posez-vous la question si les nôtres sont intéressants. Ici, Code Commit, bon, c'est un Git managé, hein, c'est un source control managé que vous pouvez mettre dans votre environnement, dans votre cloud privé virtuel, là-dessus, avec l'ensemble des outils qui peuvent être utiles pour un source control. Code Build, c'est tout ce qui va vous permettre d'aller automatiser finalement le build de votre application à partir du moment où vous avez fait le code et lancer effectivement derrière la capacité derrière à faire des tests et à lancer des tests. Alors des tests, on en a un certain nombre. Pour aller jusqu'au bout, on a aussi beaucoup de partenaires technologiques d'ailleurs dans les autres aussi, mais qui vont vous permettre d'aller faire des tests de charge, des tests de style de code, des tests divers et variés. Et puis ensuite, des outils qui vont vous faire, vous gérer le déploiement aussi sur plusieurs plateformes. Et l'ensemble va être automatisé, va pouvoir être suivi dans un pipeline avec un workflow, avec un outil chapeau qui s'appelle Code Pipeline. Si vous voulez tout faire d'un coup, si vous ne voulez pas forcément choisir quels outils vous voulez utiliser, mais vous voulez prendre l'ensemble, vous utilisez Code Pipeline. Un point que je n'ai pas précisé, mais François-Emmanuel en parlera certainement beaucoup plus, c'est tout ce qui sera partie monitor, parce que c'est un point essentiel du DevOps. C'est sympa de faire plein de choses et d'améliorer la rapidité aussi, mais surtout, il faut que les équipes de développement, elles aient la possibilité de voir ce que ça donne en production et être en capacité de rétroagir sur la source et de revenir et d'améliorer le code, etc. C'est vraiment essentiel là-dessus. Et donc, du coup, il y a des outils de monitoring. Alors, j'ai mis CloudFront, pardon, il y a une coquille, c'est CloudWatch. CloudFront, c'est notre CDN. Et X-Ray, c'est voilà, un outil qui va vous permettre, du coup, d'aller voir sur un certain nombre, notamment pour les applications serverless, va vous permettre d'aller voir les chemins avec des appels d'API, notamment dans un mode microservice, ce qui n'est pas toujours évident a priori parce qu'on n'est pas dans un code qui est linéaire. Ceinture et bretelles, template, des best practices, on définit le contenu, on inclut la supervision. On a la possibilité du coup de déployer en production, d'avoir la possibilité, c'est là aussi où vous allez mettre en place par exemple des tests ou du déploiement AB. Vous allez dire, bon, allez, sur telle zone géographique, je vais mettre telle fonction, et puis sur telle autre zone géographique, je vais mettre telle autre fonction. Donc, c'est là-dedans que vous allez pouvoir mettre ce type de template qui va correspondre à votre culture d'entreprise. Et puis derrière, on va vérifier, et on a des outils qui sont là pour vérifier que les pipelines qui ne correspondent pas sont stoppés et ne vont pas jusqu'en production. Voilà, je laisse la parole à mon confrère de Carbot Media qui va vous expliquer, eux, comment ils ont fait. Voilà. Merci. Alors déjà, je vais vous présenter rapidement Carbot Media, même vous n'êtes pas forcément là pour ça, mais vous connaissez sûrement puisque c'est en fait la centrale, anciennement la centrale des particuliers. On édite 2 sites à fort trafic autour de l'automobile, dont un sur les petites annonces automobiles. À peu près 9,6 millions de Français viennent sur les sites de la centrale, enfin de Carbot Media tous les mois. Donc ça touche quand même pas mal de gens et on sert à peu près 240 millions de pages vues. Alors notre organisation, elle correspond un petit peu à ce qui a été expliqué avant, à savoir qu'on est organisé en feature team, à savoir que toutes les équipes sont là pour rendre un service et un service métier, que ce soit métier interne ou métier externe. Et chaque équipe va du coup gérer un certain nombre de systèmes avec pour objectif de rendre ce service. On évite et on essaye d'éviter au maximum qu'un système soit partagé par 2 équipes. Alors forcément, quand on construit du neuf, c'est facile. Quand on a du legacy, c'est plus difficile. Mais voilà, dans le principe, c'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, une feature team, elle va être multi-compétences. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit autonome sur le service qu'elle va rendre.
On veut qu'elle fasse le build et le run de ce qu'elle construit. Et donc, à l'intérieur, vous allez retrouver forcément le product owner qui va décider de quel est le service à rendre, mais également les ressources de développement ou l'expertise opération et infrastructure. Et sur certaines équipes, également le marketing opérationnel qui fait vivre le site derrière. Un petit peu comme une start-up à l'intérieur de la société. Alors, l'informatique chez nous, c'est à peu près 60 personnes. On a 5 personnes qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle les opérations, donc on va dire plutôt un background d'infrastructure, qui vont être intégrées aux différentes équipes. Intégrées aux différentes équipes, ça veut dire que certaines équipes ne vont pas avoir de spécialistes opérations. Pourquoi? Parce que, on va dire, l'ensemble du système qu'ils ont besoin de gérer ne nécessite pas forcément cette expertise à l'intérieur de l'équipe. Par contre, certains ops et certains devs, il n'y a pas vraiment de différence, vont être référents sur une technologie ou sur un système. C'est-à-dire qu'on va avoir des spécialistes CloudFront, on va avoir des spécialistes sur Code Pipeline, des gens qui vont être là pour définir les templates, les guidelines, et puis éventuellement être là pour répondre aux questions quand il y a des gens qui sont un petit peu perdus. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'a pas de direction infrastructure, ni de département. Ça n'existe pas chez nous. Les opérations et les développeurs sont managés par le même manager qui est le manager technique de l'équipe. Alors, comme on fait des sites à fort trafic, on a quand même des templates d'architecture microservices qui sont un petit peu répandus. Donc globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est découpler l'ensemble des microservices, comme l'a dit mon collègue, donc avec par exemple Dynamo et les streams Dynamo, ça permet facilement de le faire. Également de privilégier tous les systèmes qui sont à mise à l'échelle automatique, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a aucune intervention à faire, si ce n'est éventuellement valider l'upscale du système. Donc c'est pour ça qu'on base beaucoup d'architecture sur DynamoDB. Et derrière, bien entendu, on va servir avec des lambdas et l'application, le Bouncer et CloudFront pour avoir un cache, on va dire, proche de l'utilisateur qui soit très performant. Voilà. L'idée étant de rester dans des standards REST ou Event Messaging et d'avoir des systèmes qui ne soient pas trop gros, mais qui comportent chacun leurs données et qui sont autonomes. Si un système tombe, les autres doivent continuer de fonctionner. Alors ça, c'est l'exemple d'une des stacks chez Carboot, celle qui sert la recherche sur la centrale. Donc globalement, en haut, vous avez la base principale des annonces qui va envoyer ces données via des streams à 2 sous-systèmes. Le premier qui est en bas, qui est la recherche, donc qui sert... au départ, quand on l'a lancée en 2017, elle servait à 8 millions de recherches par jour. En 2018, elle en sert 57 millions, juste parce qu'en fait, le site en face qui appelle l'API a évolué, il fait des facettings, il fait de l'agrégation, il a un certain nombre de choses qui ont été ajoutées sur le moteur de recherche. Pour passer de 8 millions à 57 millions, j'ai envie de dire, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait si ce n'est regarder le cluster Elasticsearch et le faire grossir au fur et à mesure. Derrière, ça va servir aussi quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est un moteur de similarité qui, lui, est un produit B2B, qui permet aux professionnels qui vendent leurs voitures sur la centrale de pouvoir comparer le marché et étudier le prix de vente optimum. Donc, de la même façon, de l'Elasticsearch managé, des lambda, des load balancers qui sont aussi totalement managés. Tout ce qui est batch est également ordonnancé avec du step function et de la lambda. Alors pour arriver à faire ça, et pour arriver à avoir des équipes qui sont autonomes, il faut que tout soit automatisé. C'est-à-dire que si on n'automatise pas les choses, forcément, il y a des choses qui sont faites à la main, qui sont oubliées, et quand l'équipe est renouvelée ou il y a du turnover, on ne sait plus comment ça marche. L'avantage de l'automatisation, c'est que le code ou l'infrastructure est entièrement scripté, mis dans GitHub. Derrière, on utilise, nous, les outils de déploiement d'Amazon. C'est plus pratique que de choisir ses propres outils, mais c'est vrai qu'on peut mettre les siens. Et comme on fait beaucoup de lambda, on utilise plutôt le serveur serverless plutôt que SAM. Mais encore une fois, c'est un choix qui est totalement libre. L'idée étant que on commit sur la branche
le code et l'infrastructure arrivent en prod. Aucune intervention humaine, ce qui permet de livrer jusqu'à, on va dire, certaines stacks livrent jusqu'à 2 fois par jour, sans aucun problème. Et dans la mesure où on est en microservice, les livraisons ne sont pas traumatisantes, puisque globalement, le périmètre impacté est plus faible que si on livrait un monolithe. Le deuxième pilier qu'on a mis en place chez nous pour que, on va dire, l'écosystème DevOps se développe, c'est de donner accès à l'ensemble de l'équipe à la production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protectorat, de gens qui ont plus de droits que d'autres. Donc comment on fait ça? On a un compte corporate qui va gérer les personnes et les équipes. Ça, c'est le management qui gère en fonction des entrées-sorties. On a un workflow d'entrée-sortie de création. Et on va avoir des comptes opérationnels sur lesquels on va faire tourner effectivement les ressources. Donc un compte de développeur, un compte de recettes et un compte de production. Ces 3 comptes-là vont contenir les rôles et les policies d'accès aux différentes ressources. Derrière, pour gérer les droits, qui est-ce qui gère les droits? C'est les développeurs. Les développeurs committent sur GitHub les droits qu'ils veulent se donner sur un projet spécifique. Il y a quand même des responsables opérations qui sont plutôt responsables de la sécurité qui vont valider et merger la request s'ils sont d'accord avec les droits. Bien entendu, si on se donne les droits sur une stack qui n'est pas la sienne, ou si on se donne des droits pour aller voir par exemple les comptes personnels, on ne peut pas le faire. Mais si c'est validé, derrière, c'est poussé directement sur les comptes opérationnels et l'équipe a, s'ils sont dans le bon groupe, directement accès. Là encore, en fonction des équipes et de la seniorité, généralement, on a 2 niveaux de droits. Les débutants vont avoir uniquement du read-only. Les gens plus seniors, qui sont là depuis quelques années, vont avoir un droit quasiment complet. Alors à quoi ça ressemble? Voilà, c'est du code, les droits. On donne les droits sur les tags, je vous parlerai des tags après, ou directement sur les noms des ressources, quand les tags ne sont pas disponibles. Derrière, on va avoir une merge request sur GitHub et une mise à jour sur CloudFormation. Le dernier pilier que je vous présente ici, c'est le monitoring. C'est bien beau de pouvoir livrer souvent, c'est bien aussi d'avoir les droits en prod, mais derrière, il faut regarder que ça fonctionne et il faut surveiller ça, puisque les équipes sont responsables de leur run. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on fait ça essentiellement avec CloudWatch et Kinesis. CloudWatch pour tout ce qui est serverless ou tout ce qui est infrastructure vraiment Amazon. Kinesis pour tout le reste, sachant que CloudWatch va également envoyer vers Kinesis. Toute la couche CloudWatch nous permet de faire des dashboards, de mettre des alarmes et également des métriques, puisqu'à partir des logs, vous pouvez faire des sommes qui vont vous donner des métriques. Et derrière, vous avez ici une ingestion de logs par jour. Donc on a à peu près 127 gigas de logs qui passent par ici. Là, encore une fois, c'est entièrement managé, donc on ne s'occupe pas vraiment de la variation de débit. Derrière, on met ça dans une stack Elasticsearch plus Kibana pour une analyse temps réel. On repousse également vers les stacks avec Kinesis Analytics. On filtre les logs et un certain nombre d'informations métiers repartent au niveau des back-office. Et puis on fait tout atterrir dans le data lake pour plus tard, le cas où on voudrait faire des analyses dessus. Il y a des analyses qui sont faites déjà aujourd'hui, mais on va dire que c'est stocké sur 20 ans derrière ici. Alors voilà à quoi ça ressemble. Globalement, dans les couloirs, il y a des écrans partout, c'est-à-dire que les équipes monitorent ce qu'ils font, mais ils le montrent aussi. C'est-à-dire que il n'est pas question de monitorer, de regarder et de garder ses problèmes dans son coin. Tout le monde peut voir s'il y a ou pas des problèmes. Là, d'ailleurs, il devait y en avoir un petit peu. Pareil, sur les dashboards, on va pouvoir voir le trafic, le taux d'erreur, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Les temps de réponse sont 95 percentiles ou 99 percentiles sur les ALB, sur les load balancers. Et puis, un certain nombre de critères qui sont des alarmes qui peuvent être mis. Là, c'est sur les Elasticsearch. Quand on perd un nœud, voilà, ça déclenche une alarme pour vérifier pourquoi est-ce qu'il y a un des nœuds qui est tombé, ce genre de choses. Et quand on monitore aussi combien ça coûte, ce qui est important. Donc globalement, nous, on fait ça avec les tags. On a défini 4 types de tags. Le bloc, qui est un gros tag pour des grandes familles. Les applications, les composants au sein des applications et l'environnement. Alors, il faut savoir que quand vous ne mettez pas ces tags-là
En développement, votre stack est automatiquement détruite, donc globalement, vous les mettez, vous n'avez pas le choix. On ne le fait pas en prod parce qu'on a des stacks anciennes qui seraient détruites, donc on ne peut pas le faire, mais à partir du moment où les gens ne peuvent pas développer, ils ne vont pas plus loin. Et derrière, à partir de ça, chaque équipe avec donc Cost Report est capable de voir le coût. Donc là, ça c'est le coût de la recherche, la centrale. Hein. On voit typiquement qu'un des choix d'architecture qui avait été fait, qui était d'utiliser API Gateway, coûtait beaucoup trop cher. Et donc l'équipe a remédié à ça fin janvier pour passer sur la LB et donc diminuer un certain nombre de coûts. C'est important parce que les développeurs aiment bien aussi voir combien ça coûte quand on fait quelque chose et quand on provisionne des ressources, d'arriver à sentir un petit peu ce qui se passe derrière, et les coûts en font partie. Et je crois que c'est tout. Okay.